Merci beaucoup, monsieur le député. Frédéric Petit, je crois que vous vouliez revenir sur une question. Merci Madame la Présidente. J'ai parlé au nom de mon groupe tout à l'heure. Je voulais aborder les questions. J'ai dit que les divergences avaient été bien exprimées, donc j'entame le débat. D'abord, je voudrais qu'on rappelle quelque chose. La zone euro, c'est 19 pays, mais c'est 7 pays qui ont l'obligation d'y rentrer. C'est-à-dire que je rappelle quelque chose qui est peu connu et qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a 7 pays. Pour ne pas rentrer dans l'euro, il faudrait qu'il y ait un nouveau référendum. Donc ça veut dire que si on cherche un noyau ou quelque chose comme ça, il est important de penser à ce qu'était l'élargissement de 2004. On l'oublie très souvent et c'est fondamental si jamais on veut retravailler sur la zone euro. La Pologne ou la Roumanie ou la Bulgarie n'ont pas à décider s'ils vont rentrer dans la zone euro ou pas. Ils ont l'obligation d'entrer dans la zone euro quand la convergence sera atteinte. Ne pas le faire nécessiterait un référendum. Donc, quand on parle de trop de différences, Christophe, quand tu parles de trop de différences sur les investissements, je me demande si c'est pas justement le débat qu'il faut renverser, c'est-à-dire de partir de quelque chose qui est commun aujourd'hui de facto, qui n'est pas atteint, j'aime bien l'idée de convergence, mais enfin de convergence, on parle de convergence, mais on est divergent. Mais par contre, je crois qu'il faut pas se tromper quand on fera les zones, les différents cercles concentriques dont on parle. Il y a des pays qui sont différents. Il y a même des pays qui sont dans la zone euro, qui sont dans l'euro de facto. Je vous rappelle que au Monténégro, la monnaie officielle, c'est l'euro, bien qu'il n'ait rien demandé à personne. Voilà. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que tout à l'heure, tu as parlé de strates supplémentaires. Dans le rapport, à un moment, tu t'interroges sur le budget de la zone euro qui devrait venir en déduction du budget européen. Moi, je crois que là, on fait aussi une autre erreur. C'est une erreur sur le rôle d'une monnaie commune à l'intérieur de la zone euro. Je pense qu'il est nécessaire que si jamais il y a des recettes supplémentaires, on ne vienne pas en déduction du budget de l'UE parce que ça sera différent. Ça va être un autre outil. Ça va être un outil d'investissement. Je me reconnais tout à fait dans l'idée d'avoir un filet qui soit un filet positif, un filet qui investisse immédiatement dans les personnes humaines. Et je crois qu'on ne peut pas dire que l'investissement dans les personnes coûterait quelque chose. Je pense que moi, je ne dis pas que l'école coûte quelque chose à une nation. L'école est nécessaire. Et je pense que ces investissements-là, il faudrait les lire comme ça et pas du tout comme quelque chose qui serait déjà fait, que le budget européen n'aurait pas à faire. Je crois que là, on confond des outils qui sont différents. Merci. Merci Madame la Présidente. Alors, je joins mes félicitations et je tiens à préciser que ce qui est extrêmement agréable dans ce rapport, c'est d'avoir exposé de manière très saine les divergences. Je trouve que vous l'avez fait très très bien. Et ça permet effectivement de lancer le débat. Ça donne des fourmis dans les jambes avant le débat pour y aller, parce qu'on voit bien les différences et ce qu'on peut en sortir. On a parlé, au-delà de la question économique, je crois qu'on rejoint aussi le débat qu'on a eu la semaine dernière sur la refondation démocratique de l'UE, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Nous avons une monnaie commune, nous n'avons pas de politique monétaire commune, et c'est bien là que le bas blesse. Je crois qu'on est à peu près d'accord sur l'ensemble de cette réappropriation et qu'elle est valable pour l'euro comme beaucoup d'autres domaines. Vous l'avez très bien exprimé. Je voudrais revenir une question assez précise sur le Code européen des affaires, qui est quelque chose auquel je suis très attaché, en particulier puisqu'il est né dans une problématique citoyenne et franco-allemande, donc ce qui est à double titre ce que je représente souvent ici. Tout ce que vous dites est pertinent. Moi, vu du terrain, il est vrai que je vois très bien, je suis très optimiste sur la qualité de l'idée, sur le besoin. Il y a quand même des obstacles qu'on voit moins quand on est un peu loin, que je vois très bien. En particulier, un dont on ne parle jamais, c'est les Landes. Hein, il faut savoir qu'en Allemagne, on a 16 ministres de l'économie, qu'il y a des fois, une entreprise française va être confrontée à une situation légale dans le Hesse et qui va être pas tout à fait la même en Bavière. Et j'aimerais savoir comment vous voyez l'avancée, je veux dire en temps, le réaliste, pour que, même en passant par une phase de construction franco-allemande, pour que ça se passe, alors qu'en même temps, on est dans l'urgence de l'autre côté. C'est-à-dire on doit construire vite, et bien souvent, on dit qu'on voit bien la route, mais voilà, et j'ai peur que si jamais on ne va pas vite, on aille nulle part. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'aspect réalisable par rapport au temps qui presse du plan, en particulier du Code européen des affaires? Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. Pour UDI,